Top, c'est parti pour la première causerie des meneurs. On part en sprint pour un marathon d'1 heure avec 6 intervenants pour un vaste et grand sujet, la Sporttech. Alors que le tournoi du Grand Chelem Roland-Garros entame sa dernière ligne droite et où malheureusement les Français ne sont plus en course, c'est l'occasion de faire un parallèle avec le sujet du jour. Comment se positionnent nos startups tricolores de la Sporttech française sur la scène mondiale? Et comment faire en sorte qu'elle dépasse le 3e tour de table? Bien évidemment, on connaît la EdTech, la FinTech, la GreenTech et j'en passe. Et je dois vous l'avouer, j'étais persuadé que la Sporttech était déjà un incontournable de la tech depuis un moment. Or, malgré des perspectives de marché considérables, on y reviendra, le secteur est encore en pleine construction, d'un côté pour l'écosystème sportif comme pour le grand public. Pour sauter à pieds joints dans la piscine olympique, forcément de l'innovation dans le sport, je vous propose de la jouer collectif avec, autour de cette table, une feuille de match intéressante. À mes côtés, Mustapha Kurlu, bonjour. Bonjour. Tu es responsable digital et partenariat sportif chez BPI France. À ma gauche, Aurélie Dièvre, bonjour. Bonjour. Tu es la coprésidente de Sporttech France. Je me retourne de nouveau à ma droite avec Mathias Priez, directeur général de Paris Basketball. Bonjour. François Bitouzet, directeur général de Vivatech, nous rejoindra dans quelques instants. Marie Jaillant, elle est bien avec nous. Bonjour Marie. Tu es directrice exécutive chez Global Sports Week. Et enfin, Pierre-Louis Martini, bonjour à toi. Bonjour. Tu es directeur commercial chez Early Metrics. Mustapha, je commence avec toi. Avec les meneurs, vous accompagnez un grand nombre de clubs français depuis quand même un certain nombre d'années. Et depuis un moment, ils vous font monter un certain nombre de besoins, d'attentes. Oui, complètement. Chez BPI France, on accompagne depuis maintenant 10 ans des clubs sportifs partout en France. L'idée, c'est qu'on soit avec eux dans les territoires. Les clubs de sport, sont des lieux de rassemblement de tous les acteurs économiques, du grand public. Ce sont des lieux fédérateurs. Et donc, on accompagne des clubs, cette année 35 clubs, dans 8 disciplines différentes. Ça va du volley en passant par le foot, le basket, le hand. Sport collectif, on joue collectif chez BPI France et donc oui, on accompagne tous ces clubs-là, que ce soit sur un volet de développement de leurs activités et sur un volet d'accompagnement à l'innovation. Alors justement, ces clubs, ils vous disent quoi? Alors, sur ce que nous font remonter les clubs, il y a plusieurs sujets. Il y a d'une part le besoin de développer leur activité et d'autre part, c'est un peu comme toutes les strates de l'économie. À un moment donné, il y a le digital qui débarque. Il faut qu'on puisse se développer, il faut qu'on puisse diversifier ses activités. Les clubs aujourd'hui, la majorité de leurs revenus dépendent des résultats sportifs et de plus en plus, on cherche un peu à diversifier l'activité pour faire entrer un développement et mettre en place une logique on avance dans l'innovation et donc ils nous ont fait remonter dans leurs besoins le besoin de se diversifier, le besoin d'aller chercher de l'innovation et d'aller chercher des startups notamment pour développer leurs activités. Je vais vérifier ça avec Mathias. C'est toi qui as la casquette représentant des clubs aujourd'hui. C'est quoi vos enjeux? Bon, on a beaucoup d'enjeux. On travaille d'ailleurs avec BPI depuis la création du club en 2018. Bon, le premier enjeu en termes de technologie, c'est évidemment de pouvoir parler à nos fans, à ceux qui viennent voir les matchs, de pouvoir les faire revenir, comprendre leurs attentes. Bon, ça, c'est le premier besoin exprimé par les clubs parce que forcément, c'est lié directement aux revenus et au remplissage de la salle. Et ça, c'est quand même le cœur de l'activité d'un club professionnel, notamment du staff administratif et business par rapport aux résultats sportifs qui ne dépendent pas totalement de nous. Donc ça, c'est un besoin très important dans un univers qui est très volatile, notamment en plus pour nous dans une ville comme Paris où il y a énormément de divertissement. Et puis après, il y a des besoins qu'on connaît un petit peu moins en termes de structuration qui sont importants. Et puis il y a eu quelque chose qui est arrivé récemment, qui est le Covid. Et ça, pour nous, c'est vrai que ça a été un marquant, surtout qu'on a été un jeune club. Pendant 1 an et demi, il y a eu du sport à la télévision sans possibilité d'aller sur place. Et on est aujourd'hui à 6 mois d'ouvrir une arena, Porte de la Chapelle, avec 8000 places. Donc la question, c'est comment le plaisir qu'on a de regarder du basketball, par exemple, à la télé, avec un besoin de technologie, avec de la data, avec des stats, statistiques, exactement, on arrive à le reproduire pour avoir
finalement le double effet, être dans la salle, c'est-à-dire profiter de l'événement direct, mais aussi avoir ce besoin de technologie que les jeunes générations demandent aujourd'hui pour un événement sportif. Donc un gros sujet autour de l'expérience des fans. Ces besoins, vous n'êtes pas les seuls à les exprimer, c'est d'ailleurs pas les seuls. Et en fait, ça a conduit les meneurs à décider de lancer une étude. Et là, hop, je me tourne vers notre ami Pierre-Louis. Du coup, vous avez monté une étude qui a donné lieu à un livre blanc extrêmement riche en enseignements. Tout à fait, ouais. Donc on a travaillé avec les meneurs pour monter une étude sur les sport tech au service des clubs en particulier, en essayant de capter exactement quels étaient les besoins des clubs et comment les sport tech y répondaient. Donc on a parlé du besoin autour de la fan expérience. Il y a d'autres besoins qui sont remontés aussi. On parlait de la gestion de la performance que le club ne maîtrise pas complètement, mais qui est un élément clé, notamment pour les fans, hein. Je crois que c'était une étude du CNAM en 2021 qui disait que la victoire du club était ce qui primait pour les fans au-dessus de la combativité, par exemple, de l'équipe. Ou au-dessus de la qualité du jeu. Donc c'est vrai que la performance est un élément clé aussi. On voit beaucoup de startups qui se développent justement pour aider les clubs à améliorer leur performance en suivant les athlètes, tant du point de vue technique que tactique. Donc voilà, on a ces besoins-là, un besoin aussi autour de la gestion du club et des événements. On en parlait, les éléments d'hospitalité sont un peu les éléments clés aussi pour le club, parce que c'est là que tous les partenaires vont se rencontrer. C'est quelque chose qui est remonté dans nos sessions de travail avec la journée des présidents qu'on a fait avec les meneurs. Donc ça, c'est côté besoin club. Et après, il y a des défis à relever pour l'ensemble de cet écosystème, de ce marché de start-up. Tout à fait, ouais. Il y a des défis. Alors on pourrait qualifier peut-être cet écosystème d'un écosystème qui est prometteur, hein. Il y a déjà des bases qui sont solides. Il y a déjà un volume assez significatif de startups qui travaillent dans cet écosystème de la Sportec à destination des clubs. On peut donner juste quelques chiffres peut-être? Alors nous, sur les sociétés qu'on a vraiment référencées comme proposant des solutions qui peuvent aider les clubs, on en a référencé une centaine à peu près. Voilà, alors il faut faire attention, dans la Sportec, il y a beaucoup de choses différentes, hein. Il y a tout un pan de la Sportec qu'on n'a pas tellement étudié, qui est tout un pan plutôt très B2C ou B2B, mais entreprise. Et donc on s'est vraiment concentré sur la partie club. Voilà, donc il y a déjà un gros volume d'entreprises. Il y a beaucoup d'acteurs aussi qui se sont structurés, des incubateurs, des accélérateurs, qui sont parfois déjà des partenariats entre des clubs et des industriels. On peut prendre l'exemple du PAC, hein, qui est un accélérateur et un incubateur en partenariat entre le Loup et JL Events, qui est basé à Lyon. Et on a aussi des acteurs publics, hein, qui vont accompagner l'émergence de cet écosystème avec des accélérateurs portés par les régions, par Unitech par exemple à Bordeaux. Donc voilà. Et côté investissement, on a aussi, on pourra en reparler peut-être un peu plus tard, mais on a aussi des investisseurs qui sont dédiés au sport aujourd'hui. Peut-être pas complètement assez. Je crois qu'il y a 3 fonds aujourd'hui dédiés. Tout à fait. On peut peut-être les citer. Enfin, je sais que derrière l'écran, d'ailleurs, je vous invite tous à nous poser vos questions. On y répondra en fin d'émission. Mais on a des startups qui sont présentes, certaines qui se construisent seulement. Et c'est toujours intéressant de connaître les grands acteurs du marché. Ouais. C'est qui ces grands fonds d'investissement? Alors on a 3 fonds qui sont vraiment un peu institutionnels et installés dans le financement du sport. On a un fonds qui est le fonds Sport et Performance Capital, qui est porté par Seventure, qui a notamment financé Sportizi, que beaucoup d'amateurs de sport connaissent, hein, parce que c'est une application qui va permettre de gérer une équipe pour les clubs amateurs. Et ça, c'est un fonds qui est adossé au groupe BPCE. Donc on voit que même les groupes bancaires français sont derrière. Donc c'est un exemple aussi de l'engagement déjà industriel qu'il y a un petit peu derrière. Il y a des investissements. Je te coupe, pardon. Je vois déjà le temps qui défile. Oui. Il y a des investissements, ça donne quoi? C'est quel montant? Et vous avez étudié les montants moyens, le nombre de startups dans lesquelles... Oui, alors on l'a regardé. Alors effectivement, il y a un peu un ovni dans ces investissements start-up, hein. Évidemment, c'est la levée de Sorar qui était à plus de 600 millions en 2021. Si on regarde un petit peu derrière ça, les investissements sont peut-être un petit peu en retard par rapport à d'autres secteurs d'activité qu'on citait, FinTech, HealthTech, EdTech, etc. Aujourd'hui, le montant moyen qu'on a observé de levée sur ces startups, ces sporttech à destination des clubs, c'est à peu près 3,4 millions. Et on a 50% dans l'étude qui n'ont pas encore levé. Alors la levée n'est pas toujours le gage du succès parfait. Voilà, il y a plein de sociétés qui se développent sans lever, mais ça montre quand même qu'il y a un besoin de financement qui est important pour cet écosystème aujourd'hui. Aurélie, Sorar, c'est l'arbre qui cache la forêt ou au contraire, c'est la locomotive d'un marché en devenir? Non, alors nous, on pense vraiment que c'est la locomotive, hein. C'est sûr que ça a mis en lumière à un moment ce marché-là. C'est à l'international et en France. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à se dire, bon, il y a des boîtes là-dedans, il y a des boîtes dans la Sportec, il faut qu'on s'intéresse à ce secteur-là, quoi.
Avec Sportec France, vous regroupez un certain nombre d'acteurs. Ils vous disent quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à leurs enjeux, leurs besoins. Côté start-up, on a parlé des besoins des clubs. En face, on a aussi des start-up qui doivent répondre à des enjeux Oui, tout à fait. sur un marché qui est encore à construire. On a parlé d'opportunités, de besoins. Mais à un moment, il va peut-être falloir aussi aller à l'international. Oui, alors en fait, il y a beaucoup d'enjeux. Donc le collectif Sportec, il existe justement pour réunir les startups sport de France qui ont déjà passé un premier cap de monétisation ou de financement. Et on est là pour justement mettre en lumière la visibilité, enfin faire de la visibilité. Il y a vraiment 3 pans importants au sein de la Sportec. On est là pour faire de la visibilité, donc être dans les médias, nous aussi on réalise une étude annuelle sur par contre tous les secteurs de la Sportec. Et puis on est là aussi pour faire vivre le collectif. Donc l'idée c'est vraiment de dire on anime le collectif et on crée aussi des événements tous ensemble. Donc on a créé un événement pour réunir les fonds et les startups. Donc ça rejoint ce que tu disais, c'est que l'idée, ce qu'ils nous disent, c'est il faut qu'on montre ce qu'on sait faire, il faut qu'on montre finalement la diversité des projets et aussi le potentiel du marché qui est quand même énorme. Si on prend que le sport de licenciés, il y a 17 millions de Français qui sont licenciés dans un club, donc il y a un potentiel énorme. Il faut juste aller mettre en lumière ce marché-là et dire faites-nous confiance, il faut investir aussi dans les startups. Aujourd'hui, en termes de potentiel, alors, il y a le volume et puis il y a la valeur. Pour les startups, toutes ne sont pas dédiées au B2B. Ça se répartit comment? On a quelques chiffres sur ceux qui sont purs B2C. Je sais qu'en off, on parlait de Mon Petit Gazon, par exemple, donc très, très B2C aussi. Oui, enfin, après, on a nous trois pans. Il y a vraiment la fan expérience dont parlait Mathias tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui est dédié au club et tout ce qui est dédié au club pro et tout ce qui est dédié aussi au sport amateur. Donc il y a vraiment ces 3 pans. La plupart des startups se lancent beaucoup sur le sport amateur, mais là où on a les plus grosses levées et les plus gros investissements, c'est dans la fan expérience aujourd'hui. Je précise que notre ami François Bitouzé nous a rejoint. Bonjour. Donc merci d'être avec nous. Je rappelle que tu es directeur général chez Vivatech, pour les intimes, Viva Technologie pour ceux qui découvriraient aujourd'hui. Je reprends avec toi, Mustapha, sur ce besoin de structuration. On est ici pour parler d'un vrai sujet. Et en fait, si tout le monde est autour de cette table, c'est que vous avez décidé ensemble de construire un vrai écosystème. C'est parce qu'effectivement, on a parlé d'un côté des besoins des clubs qui ont commencé à émerger, de l'autre, en face, les startups qui ont un besoin aussi de vendre leurs solutions, qui répondent aux enjeux des clubs et qui, à un moment donné, il va falloir aller chercher des financements pour accélérer les développements. Il y a des événements qui existent avec Marie et la Global Sports Week. Ouais. Et la Global Sports Week. Et Vivatech qui aussi prend le sujet à bras-le-corps. Il y a des gros événements nationaux qui arrivent. Il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a les Jeux Olympiques. Donc il y a une vraie dynamique autour du sport en France aujourd'hui. Et nous, avec les meneurs, ça fait quelques années qu'on est dans le sport et on a commencé à voir que ces besoins-là, ils commençaient à émerger, qu'on avait beaucoup d'initiatives qui étaient un peu, chacun avance un peu de son côté, même s'il y a des très belles choses qui se font. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé l'étude avec Early Metrics et Pierre-Louis. On avait besoin d'y voir clair en fait sur le marché à destination des sports, à destination des clubs, pardon, de comprendre un peu quelles étaient les interactions entre les acteurs, qui intervenaient, quels étaient les leaders, comment on allait structurer ça. Et naturellement, chez BPI France, c'est aussi notre mission d'accompagner un écosystème qui est naissant, un écosystème qui est amené à grandir pour pousser, rassembler tout le monde et avancer. Alors justement, Marie, avec la Global Sports Week, c'est une énorme communauté, c'est plus de 5000 membres très actifs. Et les clubs, finalement, dans cette communauté, ils arrivent seulement assez récemment. Ils arrivent petit à petit, ouais. Exactement. La Global Sports Week, du coup... C'est le rassemblement des acteurs du sport international en France par le biais d'un événement annuel qui a déjà eu 3 éditions jusque-là. Et le but, nous, maintenant, c'est d'essayer de continuer à
servir notre mission qui est humblement de mettre les différents acteurs autour de la table, de leur donner un moment dans l'année pour se rassembler. Moustapha en parlait, il faut que les acteurs se rencontrent, Aurélie aussi. Donc nous, on essaye de brasser le plus large possible dans les acteurs de l'écosystème du sport. Et puis cette année, on va brasser encore plus largement grâce au rapprochement avec Vivatech et au fait que... Donc cette année, c'est la semaine de 4 jours pour la Global Sport Week Exactement, c'est la semaine à de 4 jours. Vivatech. Oui, tout à fait. Mais du coup, transition parfaite. François, pour la première fois cette année, le sport investit le Hall 2. Oui, avec nos partenaires de la Global Sport Week. Donc Vivatech, c'est le plus gros événement tech digital startup d'Europe. Ça va être la septième édition. Et cette année, on a décidé, en plus de parler d'intelligence artificielle, de cybersécurité, start-up, on s'est dit, le sport et la tech, c'est un sujet extrêmement intéressant. Donc on va avoir un hall qui va être dédié à ce sujet-là. De manière, pour être vraiment très franc, nous, on est rentré dans cette logique sport-tech un peu de manière pragmatique. On s'est dit, dans un an, il y a les JO, dans quelques mois, il y aura la Coupe du Monde de rugby. C'est quand même incroyable de ne pas parler de la Sporttech, de ce qui est en train de se faire dans l'innovation et dans ce secteur. Et donc, on a commencé à regarder. Nous, on n'est pas des spécialistes. C'est pour ça qu'on a travaillé avec la Global Sport Week. Et on a découvert des choses, mais extraordinaires. Tout un écosystème qui est en train de se créer avec beaucoup d'acteurs, avec beaucoup de problématiques. C'est vrai que souvent on rentre par la logique l'innovation au service de la pratique sportive, que ce soit des athlètes, que ce soit plutôt du sport loisir, par exemple comme moi, voilà. Et puis il y a tout un autre pan qui est plus industriel. Comment est-ce qu'on transforme les stades, comment on transforme les clubs, leur business model, le marketing. Et puis aussi il y a tout ce qui va être l'innovation au service d'un sport qui va être plus utile, plus vertueux pour les individus, pour la planète, pour les communautés. Et donc, c'est ça qu'on va explorer. Et je trouve que nous, notre mission à Vivatech, c'est vraiment de créer des liens entre l'innovation et le business. Et c'est peut-être ça, nous, un regard assez extérieur, on vient plutôt de la tech que du sport, que l'on voit dans ce secteur. C'est-à-dire qu'il est en train de se construire. Il est un peu, c'est un peu la fintech il y a 10 ou 15 ans. Les gens, vous savez, les banques disaient oh, mais nous, ça n'arrivera jamais, il n'y aura jamais de transfo, d'innovation. Et bien, le sport, c'est un petit peu comme ça. Et on sent qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et on espère qu'on va pouvoir servir d'accélérateur parce que vraiment, le sujet le mérite. Mais alors, la question est très large et qui veut répondre, répond. Mais qu'est-ce qui fait que la fintech a quelques années d'avance sur la sporttech ? Il y a plus d'argent déjà, donc ça c'est un vrai sujet. Exactement, bien sûr. Un vrai sujet. Ouais. Et je pense aussi que les banques sont c'est un truisme de le dire, mais sont d'énormes structures qui avaient aussi des CDO, des CTO, des équipes digitales. Voilà. Je pense que un club aujourd'hui, il a déjà tellement de choses à faire quand en plus on vient le voir lui dire bon alors tu vas devoir investir dans de la tech, dans du digital. Oh là là, alors on a dû déjà devenir un média, on a dû devenir des animateurs de communauté, des marketeurs, etc. Mollo. Donc je pense que c'est aussi ça. Et quand je le dis, c'est pas du tout péjoratif. Je vois Mathias qui non, mais les clubs, c'est des PME, des PMI, parce qu'on imagine toujours que c'est des trucs colossaux, voilà. La réalité, on sait bien que c'est pas ça. Donc, comment est-ce que des structures comme ça peuvent absorber aujourd'hui des transformations majeures ? C'est pas une évidence. Donc, il faut que tout le monde aide, et c'est pas juste cette question-là qui doit être réglée, en tout cas. Alors justement, Mathias, je te voyais opiner. Vous avez l'air plus gros que vous ne l'êtes. Je confirme qu'il y a une maturité d'autres secteurs par rapport au sport, ça c'est vrai. Effectivement, je confirme aussi qu'on a beaucoup de choses à faire dans un club sportif et qu'on gère un stress parfois irrationnel qui fait que souvent le temps court a une place beaucoup plus importante que le temps long. Et c'est vrai que c'est important aussi de prendre le temps en tant que club, même dans une période un peu compliquée, d'aller dans des salons, d'aller rencontrer des acteurs sans forcément avoir une attente précise sur un besoin pour pouvoir en fait comprendre qu'on a un besoin. Et c'est vrai que souvent, il y a un souci de réflexion parce qu'il y a un souci de temps et puis de formation aussi. Le sport est en train de se professionnaliser de plus en plus. Ça fait longtemps, mais c'est encore en cours. Le ministère des Sports a lancé il y a moins de 10 ans, finalement, la filière économique du sport. Donc ça, c'est très important aussi que les clubs sportifs puissent être intégrés dans ces salons, puisqu'on n'aurait pas forcément l'idée tout seul au milieu de la saison sportive. Et puis aussi le rôle des
des institutions, parce que derrière des clubs, il y a des ligues professionnelles où il y a des fédérations. Et là, à ce moment-là, effectivement, il y a un besoin de conseils. Et c'est souvent par ce biais-là aussi qu'on arrive à professionnaliser l'ensemble des modèles sportifs, parce que les clubs sportifs, en fait, c'est une grande diversité de modèles. Et ça aussi, c'est la difficulté par rapport à la FinTech qui est peut-être assez alignée en termes de modèles. Il y a des startups qui sont spécialisées sur une verticale, par exemple le sport, sur la fan experience. On imagine que c'est évidemment avec une cible qui est les clubs. Mais en fait, typiquement, vous avez des besoins où il y a des startups qui bossent avec d'autres grands groupes sur d'autres secteurs. C'est un peu l'idée de Vivatech, c'est qu'on a des grands groupes. Et en fait, typiquement, en tant que visiteur, si on veut chercher toutes les innovations IA, il faut aller un coup chez LVMH, un coup chez Orange, etc., etc. Et typiquement, peut-être tu peux donner l'exemple de ce que vous faites. Je crois que c'est sur la détection des images de sponsors. Souvent, une difficulté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bénévolat et puis beaucoup, pas forcément de structures professionnelles. Je prends un exemple très simple, c'est qu'aujourd'hui, nos sponsors, nos partenaires attendent à la fois des preuves et puis de pouvoir profiter des photos en match, de la visibilité. Bon, jusqu'à présent, Paris Basketball, comme dans beaucoup de clubs, c'est concrètement à la mano, on récupère les photos, on les trie par sponsor, on envoie à différents sponsors. Là, il y a une LED, là, il y a un maillot qui apparaît. Il y a depuis très longtemps dans d'autres secteurs d'activité des logiciels de détection de photos automatiques. Donc nous, on va le faire. Chaque partenaire, chaque joueur aussi, puisqu'ils sont dans l'attente, va recevoir ses propres photos automatiquement après un match. Et puis c'est aussi quelque chose qui est en train d'être uniformisé au niveau de la Ligue de basket. Ça, c'est par rapport aux joueurs du sport, mais le sport était étonnamment resté en dehors de logiciels comme ça qui existent. Aurélie, je te vois réagir. Oui, en fait, ce que disait François, ça m'interpelle. C'est effectivement, il faut mettre en lumière parce que même toi, tu connaissais pas forcément l'amplitude des startups dans le sport, alors qu'il y en a peut-être 300 en France, et donc dont je crois que c'est 40% qui travaillent avec les clubs. Donc il faut mettre en lumière, il faut montrer ce qui existe, et ça permet aussi aux clubs de comprendre. Donc les clubs, le fait qu'ils viennent à Vivatech, c'est très bien parce que ça va leur permettre de comprendre toutes les possibilités qui s'offrent à eux, de parfois mutualiser aussi, parce que quand une startup travaille avec la moitié des clubs de Ligue 1 ou la moitié des clubs de basket, et c'est beaucoup plus intéressant que de travailler avec deux clubs en fait. Et donc ça permet de mettre en lumière ça permet aux startups de travailler avec plus de clients et donc de se développer. Et après ça attire les financements. Et je pense que tout ça, c'est hyper intéressant et ça montre que ça a lieu d'être et ça a lieu d'exister. Et j'espère que ça n'existera pas qu'un an ou deux avant les Jeux et qu'après, il n'y aura plus de sport à Vivatech, parce que le sport, c'est aussi l'IA. Il y a aussi de l'IA dans le sport, dans les startups du sport. Il y a aussi des fintech qui sont sporttech. Enfin voilà, donc tous ces secteurs-là, ils existent dans la sporttech. Et par rapport à ce que fait la BPI avec les meneurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vont prendre un peu par la main les clubs en leur disant: regardez ce qui existe, nous on a sélectionné, et donc ils arrivent un peu comme gage de confiance en disant: faites-nous confiance et faites-leur confiance. Et donc ça rassure vachement, parce que dans les clubs, ils ne sont pas spécialistes du digital et ils ne sont pas forcément habitués à ça. Donc parfois, ils se perdent un peu dans la multitude des solutions qui existent. Donc l'avantage de ça, de ce programme Les Meneurs, c'est que ça permet de prendre un peu main dans la main tout le monde et d'aller, j'espère, qu'on arrivera à avoir des success stories suite à ce programme, quoi. Mais d'ailleurs, pour rebondir, c'est vrai que c'est surtout les très très gros clubs qui ont souvent le CDO, le CTO qui vont bien pour tester des solutions d'innovation. Les PSG, l'OM, bon, il n'y a pas de problème, ils ont ce qu'il faut. C'est pour ça aussi qu'on accompagne vraiment des clubs sur des thématiques autres que le foot, parce que bon, le foot c'est toujours un peu à part, même si on a quelques clubs. Mais en tout cas sur des clubs de basket, de hand, de volley, bon, c'est pas exactement la même chose, et pourtant ça rassemble et ça fédère énormément de monde dans des villes, dans des territoires. Et effectivement, côté meneur, en fait, un des critères pour rejoindre le collectif, la communauté, c'est de s'engager dans une démarche d'open innovation où on a un deal avec les clubs, on veut les engager là-dedans, d'une part en les amenant dans des événements comme Vivatech et Global Sports Week, et d'autre part, on va leur proposer une 3-4 startups et on va leur chaque dire besoin. sur au moins un besoin dans l'année, tester cette solution-là. Réaliser un POC, mettez une ressource parce que ça vaut le coup, parce que ça va vous permettre de développer les choses et puis d'entrer dans une dynamique complètement nouvelle. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de time to market. Effectivement, les clubs avaient d'autres priorités que de dire on va aller voir, qu'est-ce que fait la start-up du coin pour développer autre chose. Là, c'est le moment. Et il faut y aller, il faut foncer.
François? Et moi, je pense que ce qui est essentiel, et c'est le rôle de BPI, on a beaucoup de chance en France d'avoir une structure comme ça, c'est que l'une des faiblesses aujourd'hui de la Sportec, c'est qu'il manque la partie, les venture capitalistes, les investisseurs, les VC. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'IA, le quantum computing, la cybersécurité, là, des investisseurs institutionnels qui savent faire, qui prennent du risque, ça, il y en a plein, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'ils investissent forcément, mais vous savez à quelle porte taper. Quand vous êtes dans la Sportec, bon courage pour trouver cet écosystème-là, parce qu'il n'existe pas encore. Et je trouve que ce qui est essentiel aujourd'hui, et je le redis vraiment, c'est pas de la flagornerie, en France, on a cette chance d'avoir la BPI et peut-être aussi d'autres acteurs qui prennent ce sujet à bras-le-corps. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui en France des belles startups sport, ce qui n'est pas le cas d'autres pays où le sport est aussi valorisé, voilà, mais en tout cas, où la Sportec est vraiment en déshérence. Donc ça, c'est extrêmement important. On a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent au marché de la Sportec, et notamment ça fait partie de notre rôle au sein de la Sportec de dire on va mettre en lumière, et puis on a créé un événement en mars dernier qui regroupait tous les investisseurs intéressés par la Sportec et des startups. L'événement, enfin, on a eu 120 personnes, on a dû refuser des gens. C'est vraiment un sujet qui intéresse, on a envie de comprendre ce qui se passe et comment on va y aller en tant qu'investisseur ou ici. Donc heureusement on y arrive progressivement. Mais tu es d'accord que c'est pas encore, c'est pas mature, suffisamment structuré. C'est ça qu'il faut lancer. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on est là. C'est sûr. Et pourtant, il y a toujours la possibilité pour n'importe quelle start-up, à partir du moment où il y a innovation, de taper à la porte de BPI. Il y a forcément une réponse. Alors, certes, aujourd'hui, c'est pas un sujet où on n'a pas un fonds qui est entièrement dédié à la Sportec. Après, malgré tout, tout ce qui est innovation, c'est bienvenu. Venez nous voir et on va vous aider à avancer d'une manière ou d'une autre. Pierre-Louis. Et on disait tout à l'heure effectivement qu'il y avait juste trois fonds qui étaient spécialisés dans le sport en France. Il y a un autre phénomène aussi qui amène aussi un peu de lumière sur les investissements dans le sport, c'est qu'il y a de plus en plus d'anciens professionnels du sport qui se mettent à investir et du coup qui apportent à la fois des capitaux mais aussi leur image pour aider les startups, mais qui montrent aussi en fait qu'on peut investir dans le sport. Et je crois que dans le collectif Sportec, dans votre événement, il y avait aussi des sportifs professionnels qui étaient là pour montrer qu'on peut investir et qui eux-mêmes touchent une large communauté et donc participent à cette acculturation et à cette On dit toujours que démocratisation. c'est bien d'investir dans des sujets qu'on connaît. En l'occurrence, c'est des sujets qu'ils maîtrisent assez bien. En plus, ils ont une visibilité. Ils comprennent et ils sont capables aussi de porter l'image de la start-up dans laquelle ils investissent. Nous, au sein du collectif, on a plus d'un quart des start-up qui ont un athlète, un sportif investisseur à leur bord. On parle de Matuidi, de Varane. Je crois que Blaise Matuidi intervient à Vivatech. Exactement. Il Il y a beaucoup dans la voile aussi, qui est un secteur qui a toujours été très, très innovant, parce que je pense qu'il touche d'une manière très technique, très industrielle à l'innovation. Et ce qui est bien, c'est que du coup, la semaine prochaine, on va réussir à mettre en valeur tout cet écosystème, que ce soit avec, grâce à la BPI, une présence beaucoup plus grande de clubs et de clubs français, notamment sur Future of Sport. Du coup, pour la première fois, on aura une trentaine de clubs qui vont venir à la rencontre des startups, des innovations, des partenaires qui seront présents sur l'événement. Grâce à un gros travail qu'on a fait avec le collectif de la Sportec, on va mettre en avant aussi une quinzaine de startups du collectif qui vont pouvoir exposer, qui vont pouvoir prendre la parole, qui vont pouvoir aller rencontrer les acteurs de l'écosystème. Et on va, à travers le programme de conférences, mettre en avant un certain nombre d'innovateurs, d'investisseurs, d'acteurs qui viennent un petit peu montrer ce qu'ils font. Dans la voile, effectivement, François Gabard, qui a les deux casquettes, du coup, entrepreneur et très grand athlète, va venir témoigner. On peut, parce que j'aime bien les exemples, mais typiquement, cet exemple-là, il est assez fou sur le potentiel au-delà de la pure voile, François. Moi, ce que je trouve intéressant, parce que tout à l'heure, on a parlé comment le reste de la tech peut venir dans la Sportec pour la rendre plus forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Sportec, c'est aussi un fabuleux laboratoire pour d'autres secteurs. On parlait de la voile. On aura Marc van Peteberg qui est en train de préparer la coque du bateau de la Nouvelle-Zélande pour l'America's Cup. Donc là, je peux vous dire, en termes d'innovation, on est au top du top. Et lui, il vous raconte très bien. Donc ça va être génial parce qu'ils vont gagner la coupe, c'est lui qui le dit. Mais surtout, derrière, c'est des innovations qui vont servir aussi, par exemple, pour la marine marchande, pour économiser de l'énergie, pour être plus responsable, plus
efficace. Donc c'est ça aussi l'utilité d'un écosystème et de start-up dans un secteur, en l'occurrence le sport. C'est pas juste pour le monde du sport, ça a des externalités positives qu'il faut prendre en compte, c'est extrêmement important. On a un sujet, alors, tous à travers vos actions, votre sujet là c'est de mettre en avant ces startups. Moi j'ai entendu, alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais à chaque fois qu'il y a un gros événement sportif, on cherche des startups à interviewer parce qu'elles sont derrière et que ça permet d'illustrer de manière un peu sympa ce qui se fait et de surfer sur un événement. Typiquement les JO, vous en avez tous parlé et j'ai cru comprendre que les startups qui sont embarquées n'ont pas le droit de communiquer. Et alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de lobbying à faire tous ensemble pour valoriser, je ne sais pas si quelqu'un veut y aller. Je pense que faire du lobbying contre le CEO, c'était un bel exploit. Je pense que le sport, c'est bien, mais les miracles, ça n'existe pas. Après, les partenaires ont mis pas mal d'argent, donc voilà, je pense qu'ils veulent aussi avoir la primeur de communiquer sur les jeux. Bon, après, je pense que les startups sont assez, les start-upers, start-upeuses assez malines pour effectivement communiquer de manière un peu détournée sur la présence au JO. J'espère qu'elles le font. Un mot, parce que j'ai une question. N'hésitez pas à en poser d'ailleurs tout au long de cette émission. On les prendra tout à la fin. Mais vous avez cité les fonds d'investissement et j'ai 3 ou 4 personnes qui nous ont demandé de citer les autres fonds. Les autres fonds, Ouais. donc effectivement, on avait cité le premier. Le deuxième fonds qu'on a identifié, c'est Trust eSport, qui est un fonds qui investit plutôt, là, pour le coup, en early stage et qui travaille sur certaines verticales et en particulier qui va essayer d'investir dans les solutions qui cherchent à monétiser justement toutes les propositions de valeur qu'il y a autour du sport et de la sporttech, qui est un enjeu important, je crois, sur lequel vous travaillez avec le collectif, Aurélie, l'enjeu de monétiser les propositions de valeur. Et le troisième fonds, c'est Linksport Capital, qui est un fonds qui associe des professionnels de l'investissement. Donc, je crois que c'est un de 3 IM qui est associé à David Douillet, donc ex-sportif. Donc, c'est exactement ce qu'on dit, des investisseurs professionnels, des anciens sportifs, et qui investissent aussi dans la sporttech. Et ces fonds-là, ils se sont lancés entre 2018 et 2020 à peu près. Donc, on voit qu'il y a une antériorité, mais qui est quand même relativement récente. Après, ouais, je me permets de rebondir, mais il y a un sujet aussi qui est hyper important, je pense, pour à un moment donné, concrétiser tout ce qu'on est en train de dire. C'est aussi la capacité des startups à être assez fous pour aller vite, se développer vite, aller à l'international, avoir vraiment un regard d'ensemble. Et si effectivement on arrive à faire le travail en face avec les clubs pour justement réconcilier tout ça, en tout cas faire travailler ensemble, je pense qu'il y a aussi ce vrai enjeu-là de regarder de manière globale et pas uniquement en France, de regarder en Europe et ailleurs dans le monde. C'est ce que font, il y a forcément les USA qui sont toujours bien en avance. Je crois qu'il y a une quinzaine de licornes déjà. La Chine, c'est pas en reste non plus. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'aller assez vite sur une vision internationale. Alors, restons sur l'international. Les USA en tête, suivi par la Chine. La France, on se positionne comment ? La France, du coup, dans cet écosystème, il y a 2 gros mastodontes, chacun à leur niveau. Comme sur beaucoup de sujets. Voilà, comme sur beaucoup de sujets. Alors, on sait que ce n'est pas les mêmes tailles de marché, etc. Mais c'est aussi une question de maturité, en particulier aux États-Unis, où on parlait de l'enjeu de la digitalisation des clubs. Les clubs aux États-Unis, ils ont commencé leur digitalisation il y a bien plus longtemps. Donc, ça a montré qu'il y avait des débouchés pour la sporttech. Alors, il y a aussi une appétence pour le VC aux États-Unis qui est plus forte. Ils sont toujours un petit peu en avance sur nous sur ces questions-là. Donc il y a eu plus d'argent qui ont été mis plus rapidement. Maintenant, si on redescend au niveau européen, la France tire vraiment son épingle du jeu. Tout à l'heure, on disait il y a 3 fonds spécialisés en France. En Europe, en tout, il y en a une douzaine. Donc la France est à peu près au même niveau que ses voisins. Les 2 concurrents, évidemment, classiquement, vont être le Royaume-Uni et l'Allemagne. Chaque pays compte à peu près une licorne. Donc on est au niveau européen, en tout cas, on fait partie des locomotives du continent. On entend souvent que les fonds, notamment US, investissent beaucoup plus que les fonds français. Mais ce qui fait aussi investir les fonds, c'est des tailles de marché, tu le disais, et du coup, des capacités des clients d'un marché à investir. Aujourd'hui, je ne me rends pas compte d'un budget, mais comme pour un club comme le vôtre. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à investir et pour gagner quoi ? Alors, pour le Paris Basketball, par exemple, pour un club de basket, pour donner le budget, on est sur 8,5 millions d'euros. Donc c'est quand même un budget relativement important, y compris pour du basketball français.
Bon, très loin des clubs de rugby, très loin des clubs de football et relativement loin de beaucoup d'entreprises aussi, je dirais pratiquement de même taille au niveau euh, des salariés et d'importance de marché, parce qu'on parle d'un club, Paris Basketball, sur le marché français du basketball qui est relativement en pointe sur un certain nombre de domaines. Après, il y a une différence majeure avec les États-Unis et je pense qu'elle est en train de changer, et notamment avec l'intervention des fonds américains dans le sport français. Je pense que c'est une conséquence, c'est que la position des fans est totalement différente. Aux États-Unis, et notamment le meilleur exemple, c'est la NBA versus le sport français, il y a une position de consommateur beaucoup plus importante qu'une position de supporter. On va vraiment voir un match de basketball comme on va au spectacle, non pas pour supporter une équipe, mais pour passer un bon moment avec tous les aspects. En France, on a toujours été un peu sur cette culture un peu de supporter. Et c'est vrai qu'à la fois par la construction des salles de plus en plus grandes et puis par une certaine volatilité du public, aujourd'hui, c'est en train de changer. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, le recours à la technologie et à la digitalisation est beaucoup plus important. Et c'est aussi une démarche qui est accélérée par effectivement un certain nombre de fonds ou de présidents américains, je suis bien passé pour le savoir, qui investissent en Europe et qui veulent aussi faire évoluer le modèle, parce que là aussi, c'est une spécificité du sport un peu français, c'est que le modèle économique n'est pas toujours trouvé dans beaucoup de clubs. Ce n'est pas le cas en Allemagne. C'est pas le cas aux États-Unis, où là, pour le coup, comme partout ailleurs, il y a une recherche de bénéfices, tout simplement pour construire un modèle économique qui marche et qui parle à tous les acteurs. Donc on saura qu'on est haut niveau en France quand dans les stades, on aura des gros plans, des demandes en mariage en direct. Je pense qu'il faut trouver, on essaye de le faire, un espèce de juste milieu. Mais par contre, il y a des besoins et des recherches qui sont différentes. Mais il faut trouver un juste milieu. On ne sera jamais totalement là-dedans. Et moi, j'aime, à titre personnel, le fait d'avoir des matchs de basketball où on est plus sur une ambiance NBA, puis des matchs de basketball où on allume des fumigènes dans une salle fermée. Ça arrive rarement, mais ça fait partie du charme européen. Tu voulais réagir? Ouais, je voulais simplement réagir sur le fait que aux USA, ils sont déjà dans une logique de franchise. Au final, ils vont déjà franchiser leur club, leur marque. Il y a, je crois, des clubs de foot américains qui sont repris, qui passent d'une ville à l'autre. Ce qui est inconcevable en France. On n'imagine pas le Paris Basket jouer, être repris par la ville de Lyon. C'est arrivé, on est le seul unique, on était à Hier-Toulon, et en fait le club a été racheté par un président américain, déplacé à Paris. On est le seul exemple. Et c'est les Américains qui l'ont fait. Aurélie? Oui, moi je voulais juste compléter. En fait, je trouve les États-Unis sont en avance sur la gestion de la donnée, de la data. J'avais assisté à une intervention de la NBA, justement, ils parlaient de ça et ils n'ont pas honte d'utiliser la data. Et de le dire. Et de le dire et vraiment de s'en servir, de le monétiser, c'est-à-dire que ce soit les fans, que ce soit les pratiquants. Et ça, je pense qu'en France, on est très en retard. On n'ose pas trop utiliser la data. Vraiment, moi je suis en contact avec beaucoup de fédérations ou de clubs et il y a toujours un peu cette appréhension de oh là là, est-ce que je peux utiliser les données? J'y avais même pas pensé, etc. Ouais. Mais en vrai, ils utilisent la donnée. Aux États-Unis, ils n'ont pas peur de ça et ça crée de la valeur. Ça crée de la valeur pour les fans, pour les gens sur le terrain, pour les clubs. Et ça, il faut qu'on arrive à changer cette mentalité en France. Et notamment, toutes les startups travaillent sur ça. On utilise la data, on justement valorise la data. C'est pour ça que tout cet écosystème a intérêt à travailler ensemble. Et en France, il y a beaucoup de choses à débloquer pour faire monter un peu tous ces sujets. Parce que la data aussi, ça peut faire peur au sens où... c'est ce que vous disiez sur des fois des business models qui sont un peu fragiles, qui sont un peu plus gros qu'ils ne sont en réalité. Et quand on met de la data, parfois le roi est un petit peu nu. Mais il faut passer par cette étape parce que c'est ça qui va contribuer justement à créer la confiance pour les liens nécessaires avec d'autres types de secteurs, d'autres entreprises, avec les fans, avec des clients, même si le mot n'est jamais très apprécié dans le sport, des consommateurs. Et c'est ça. Mais c'est souvent une phase qui peut faire un petit peu peur. Quand on échangeait hier soir, tu me parles aussi d'un choc des cultures, start-up versus entreprise, club. Oui, alors nous, c'est aussi des choses qu'on a découvertes. Ce qui est très intéressant, c'est que le sport, c'est l'audace, c'est le dépassement. Mais le sport, c'est aussi un ADN qu'il faut préserver et qui parfois peut amener à des discours « Ouh là là, ça fait 100 ans qu'on fait comme ça, on va pas changer maintenant. Oh là là, on sait très bien ce qu'on fait, on n'a pas besoin de vos trucs de digital, etc. » Et voilà, donc ça peut amener parfois une certaine
frilosité. Alors, il y a les vrais frileux, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment rien changer. Et parfois, on est un peu inquiet de se dire comment ils vont vivre avec une nouvelle génération de supporters, de consommateurs de plus en plus jeunes qui ont quand même d'autres habitudes. Alors, je ne sais pas pour les clubs, mais il y a certaines fédérations qui voient quand même leur âge monter. Alors, c'est un peu le syndrome des grosses têtes. À un moment, on ne sait pas très bien ce qui va se passer à la fin parce qu'ils ne seront plus là. Et puis après, il y a les fous frileux, c'est-à-dire que ceux qui disent on n'y touche pas trop, et puis en fait, en coulisses, qui s'activent à fond, mais qui gardent ça secret. Parce Ils que veulent c'est pas vrai- le dire. Ils veulent pas le dire parce que c'est vrai, quand même, dans le sport, c'est tellement facile aussi de se faire prendre sa bonne idée, ce qui C'est le fonctionne. mercato des startups. un peu, Ouais, il y a un petit peu ça aussi quand même. Ouais. C'est ce qui rend, je pense aussi, le secteur très 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 particulier parce C'est qu'il y a. familial aussi. Ouais, c'est ça, gens c'est qui vrai, c'est viennent, vrai. en- Mais donc il y a un peu les vrais le frileux week-end. qui sont conservateurs et voilà, il y en a. Et il y a les faux frileux qui sont en train de fourbir leurs armes pour y aller quand ce sera prêt. Et à la fois, on constate aussi que, en vrai, la très grande majorité a compris qu'il fallait switcher. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on les engage, nous, voilà, sur les meneurs, donc qu'on les engage dans cette démarche d'innovation. Mais en tout cas, ouais, je pense vraiment que la grande majorité des clubs là ont vraiment compris qu'il fallait switcher, y compris d'ailleurs sur leur gestion interne, que ce soit en logiciel, en CRM, C'est des voilà. entreprises à part C'est des entière. entreprises. Ouais. Et Comment souvent, réchauffe les frileux? alors, comment réchauffer les frileux, je sais pas, mais souvent il y a une comparaison. En plus, dans le sport, en fait, on va se comparer aux autres clubs sportifs. En fait, il y a moins ce réflexe, je pense, naturellement, d'aller voir d'autres secteurs d'activité. Et c'est vrai que ça participe aussi des fois à l'entre-soi. C'est-à-dire que nous, Paris Basketball, on se comparait à Nanterre et Boulogne-le-Valois, qui sont des clubs de basketball dans le Grand Paris. Non, en fait, notre concurrent aujourd'hui, dans le 13e arrondissement, c'est plutôt le cinéma UGC, qui réunit bar, cinéma, qui lui gère de la data, lui a un programme de fidélité très développé, etc. Et c'est vrai que souvent, il y a ce manque de comparaison. Alors du coup, on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Et c'est aussi un choc de culture qui est en train d'arriver dans le sport, où notamment ce qui s'était passé à l'OM, où quand ils avaient demandé aux employés de venir avec des comparaisons d'autres structures, il y avait eu naturellement le réflexe de dire les Girondins de Bordeaux font ça, l'AS Monaco fait ça, et la réflexe c'était de dire non, que fait Disneyland Paris, que fait Facebook, et c'est là où, au fait, où il y a des clés dans le domaine. Et ça, c'est un des éléments un peu symptomatiques de l'open innovation de manière générale. C'est pour ça aussi que Vivatech crée beaucoup de valeur. Nous, on y est présent depuis le début, la première édition. C'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on va appeler de la fertilisation cross-secteur. Donc, en fait, on développe, au départ, la startup va se concentrer sur un marché, un secteur d'activité, parce qu'au départ, il faut aller chercher son marché. Et puis ensuite, en fait, on va se rendre compte Il y que a d'autres ce qui a été verticales. développé a beaucoup de valeur pour d'autres verticales. Et donc, on va aller justement organiser un tour, aller voir, je suis la BNP, je vais aller voir ce que fait LVMH, il y a peut-être des bonnes idées à prendre. Donc, c'est exactement ce que tu décrivais sur cet enjeu-là. La causerie des meneurs, alors là c'était la première émission, on en aura d'autres, mais il y a un sujet, et j'imagine qu'il y a plein de startups du domaine qui sont peut-être frustrées qu'on n'en parle pas. On leur a montré qu'il y avait des clients potentiels avec les clubs, mais il y a aussi toutes celles, plutôt grand public, sur la santé, le bien-être. Est-ce qu'on a quelques données, quelques infos à leur partager ? Alors nous, on s'est vraiment concentré plutôt côté club, donc on a un peu moins d'éléments là-dessus. Peut-être Aurélie. qu'Aurélie a des... Nous, clairement, il y a plein de secteurs, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a des éléments à leur donner dans le sens où ils font partie du collectif et on fait grandir tout le collectif ensemble. Après, par rapport aux transformations, tu disais, il peut y avoir des transformations de société aussi qui passent par les startups. Et on le voit, par exemple, avec tout ce qui est développement durable. On a des startups qui œuvrent sur ces sujets-là. Donc, on a Natural Grass qui permet d'avoir des pelouses qui soient justement moins utilisatrices d'eau. Et ça, c'est hyper important. Ils sont développés dans le monde entier, en fait. Donc, ça, il y a des changements de société qui arrivent grâce aux startups de la Sportec. On a aussi Stadium Go qui fait du covoiturage sportif pour aller à des événements sportifs. Donc, je pense que ça englobe un peu tout. Il y a des fintechs qui travaillent sur justement aider les clubs à gérer leur financement. Donc, ça concerne pour nous, tout le monde. Les verticales, elles font partie de ce qu'on embarque aujourd'hui. Typiquement, je faisais l'intro avec Roland Garros, mais j'ai vu une start-up là, qui permettait de connecter les comptes des joueurs à leurs propres réseaux sociaux pour être capable de bloquer des messages haineux. Voilà, et ça, c'est typiquement une start-up qui n'accompagne pas que les joueurs, les clubs ou les tournois. Et il y a plein de secteurs qui
font du sport sans le savoir. Par exemple, cette année, nous, on a un village Femtech. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Femtech et Sporttech? C'est sport d'être une femme dans la tech. Et l'inverse n'est pas fou non plus. Mais par exemple, on a une start-up qui nous a dit, mais eux, ça les intéresse justement dans la Femtech de venir voir le Sporttech parce qu'elle travaille sur la gestion des règles chez les femmes. Évidemment, dans le sport, ça, c'est un sujet dont on parle absolument jamais. Mais c'est sûr que si au moment de vous faire Roland Garros, vous avez vos règles, c'est pas la même chose que si si la nana en face, elle les a pas. Et donc cette start-up, elle est en train de nous dire, mais moi j'ai hâte d'être à Vivatech parce que je pense qu'il y a un marché pour ma solution qui gère ce genre de choses qu'elle n'avait pas vu venir, qui est justement celui du sport. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Mathias, j'ai découvert que la causerie, c'est le nom de ce format, mais c'est aussi le discours du coach dans les vestiaires avant que tout le monde entre sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'écosystème et aux startups qui nous regardent avant d'entrer sur le terrain de la croissance? Je dirais, on a besoin de vous. Et même si des fois on ne vous le dit pas parce qu'on est surchargé ou parce qu'on est sur du temps court, en vérité, on a besoin de vous, donc insistez. On entame les prolongations. C'est déjà l'heure de faire entrer sur le terrain celles et ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure pour répondre à leurs questions. Je me tourne vers ma tablette. Alors, pardon, il y a énormément de choses. Excusez-moi, je lis en même temps vos proses. Un mot sur le Web3 et l'IA. Donc, hello, William, David, Sfera, on pourrait se contacter. On a peut-être des intérêts, pardon. Donc là, ils sont déjà en train de faire du business. C'est bien, ça se connaît. C'est bien. Pardon, mais je suis vraiment en train de... C'est la mission, c'est bon. Ça sert à ça. Voilà. Ok, je vais faire la question la plus courte. Où peut-on trouver ce livre blanc, ce qui va me laisser le temps? Prends le temps de répondre. Ouais. Hop, je Donc, vais chercher les questions d'après. Le livre blanc sera présenté donc à Vivatech la semaine prochaine et sera diffusé sur les réseaux. Vous pouvez le retrouver sur le site de BPI France, sur lesmeneurs.fr. Donc voilà, il sera téléchargeable et il sera aussi un peu distribué sur Vivatech si vous êtes là. Donc passez nous voir et on vous en donnera un exemplaire. Alors, hop, je suis désolé. Du coup, en attendant, je vais lire. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Quelles sont les différentes levées de fonds possibles, ou plutôt les leveurs, je présume. Comment on les contacte et quels sont les critères principaux qu'ils regardent? C'est une question de Cyril. Alors, si on parle, il y a gagné 10 minutes. Là, il y a deux choses. C'est mieux que bonjour. Tu vois. Il y a deux choses dans la question. Il y a les leveurs et les investisseurs. Donc, les leveurs, c'est des gens qui vont accompagner les entrepreneurs dans l'exercice de la levée de fonds, qui est un exercice difficile. Il faut savoir parler aux investisseurs, il faut savoir bien présenter son projet, leur montrer un peu ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie de comprendre, ce qui va les aider à faire leurs décisions. Donc ça, des leveurs, il y en a sur le marché qui sont assez visibles. Alors, ils peuvent être plus ou moins spécialisés. Donc c'est quelque chose qui est assez accessible si on veut, si on cherche sur Internet un petit peu la liste des leveurs. Et puis les fonds, déjà, il faut s'intéresser à... Quel type de tour de table on vise? Est-ce qu'on vise de l'amorçage? Est-ce qu'on est en série A, en série B? Puisque les fonds sont spécialisés par verticale, ils sont spécialisés aussi par les tours de table qu'ils vont pouvoir financer. Donc il faut d'abord s'intéresser à ça, se poser la question de pourquoi on lève, de où on en est. Et une fois qu'on a défini ça, justement, peut-être aller voir un leveur qui va aider à viser les bons investisseurs. C'était plus intéressant qu'une musique d'attente, j'ai la question. Et puis juste aussi pour compléter, il y a aussi l'idée d'aller participer à beaucoup d'événements, des événements où on va aller rencontrer, alors encore une fois, même si ce n'est pas des VC spécialisés dans le sport, c'est aussi des portes d'entrée, il y a aussi des réseaux de business angels qu'on peut contacter, il y aura Big en juin, comme ça, voilà, je l'ai placé, en juin, pardon, en octobre d'ailleurs. En juin, c'est Vivatech. En juin. C'est ça. Où BPI sera aussi très présent. On sera très présent aussi. Pour avancer plus rapidement, ne faut-il pas d'abord s'adresser aux instances, fédérations, ligues pour les convaincre que la structuration, l'innovation et la tech sont vitaux sur le temps long? Qui veut répondre, Aurélie? Alors, je peux répondre parce qu'on a organisé il y a 2 jours le premier événement qui réunissait les fédérations sportives du CNOSF et la Sporttech, en fait. Et du coup, on a créé cet événement pour justement que les fédés puissent
voir ce qui existait. On a mis en lumière 2 projets qui ont existé entre Sporty Papers et la Fédération française d'aviron et Stadium Go dont je parlais tout à l'heure avec la Fédération française de foot. Ils sont venus témoigner ensemble et ça permet aux fédérations de se dire, voilà, il y a ça qui existe. Bah, moi, je peux faire pareil. Ce projet-là, il m'intéresse. Je peux le personnaliser et en faire quelque chose à moi dans mon sport. Et on a eu un engouement réel des fédérations qui étaient sur place, qui nous ont dit, bah, en fait, ça me permet de rencontrer les fondateurs, de se dire, OK, je peux leur faire confiance, parce qu'il y a aussi ce côté-là de dire, je vais mettre dans la main de quelqu'un les bases de données de ma fédération, qui sont quand même clés. Et voilà, donc je pense qu'il faut absolument créer ces événements qui permettent un peu ce que disait Mustapha. Les startups doivent absolument bouger. Alors moi j'ai envie de dire, les startups de la Sportec, rejoignez la Sportec avant tout, parce que c'est vrai qu'on devient un peu incontournable, On est plus fort tant mieux, ensemble. et on est plus fort ensemble en fait. Et ça permet d'être crédible quand on va voir le CNOSF et qu'on dit on va faire un événement avec les fédérations, et que les fédérations viennent et commencent à comprendre ce qui se passe. J'ai une question, je pense, qui sera pour Mathias, une question de François qui demande pour l'innovation à destination des clubs, comment le POC sera conduit. Est-ce que vous êtes réceptif à ce type de modèle ? Donc de tester une solution, oui. proof of concept. C'est très sincèrement l'outil idéal pour faire valider en interne, puisque, et justement j'en viens un peu à la question précédente pour faire le lien, en fait la difficulté c'est qu'il y a une facilité dans les clubs, c'est pas le cas tout le temps, mais de mettre plutôt sur le terrain, sur le résultat visible, sportif, plutôt que sur la structuration. Alors c'est vrai que quand on teste un outil, on peut le faire valider en interne beaucoup plus facilement, et puis en fait, quand il est très utile, on ne peut plus s'en passer. Donc nous, c'est à chaque fois, à titre personnel, quand j'ai voulu faire valider quelque chose, c'est la démarche que j'ai adoptée. Et donc, on revient aussi, c'est lié à la question d'après, mais sur la notion de ROI, avec une question de Stéphane qui nous dit « La démarche héroïste est un long parcours, sachant qu'en France, le sport a vécu pendant longtemps sur un modèle de subvention. » Oui, sur un modèle de subvention qui est toujours présent, mais quand même assez minoritaire maintenant. Mais sur un modèle aussi, des fois, l'autre problème, c'est on va dire de mécénat pour être gentil, et où le sport est une activité annexe à l'activité économique du chef d'entreprise et pas forcément une notion de rentabilité. Mais c'est en train de changer. Et puis, au-delà de la notion simplement financière, il y a aussi une professionnalisation des équipes dans le sport. Et donc, avoir des outils de digitalisation ou des outils intelligents, ça permet aussi de redonner de l'énergie et du temps pour des bonnes démarches et de faire avancer les projets plutôt que des fois de perdre du temps dans l'administratif, comme dans toutes les entreprises. Et donc ça, c'est très important. Ça va de pair avec la professionnalisation des structures dans le sport, puisque c'est de moins en moins des bénévoles. Et par contre, le temps n'est pas limité. J'ai une question pour François. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer à Vivatech ? On va rester sur ce sujet du sport, je pense. Il y a tout un hall qui va être dédié justement au sport et à la tech. Et ce qui va être très intéressant, c'est que à la fois, on va avoir des acteurs du monde du sport qui vont venir nous raconter avec des best practices. On va avoir des champions de la tech qui vont nous raconter quelle est leur approche du sport. Donc, par exemple, il y a Amazon qui va venir nous raconter, nous parler de leur façon de voir le sport. Et je pense que c'est intéressant. Et puis, on va avoir des startups qui vont, elles, nous présenter tous leurs nouveaux produits, leurs innovations, des françaises, des internationales. On aura pas mal d'ailleurs de choses qui seront exclusives. Je pense c'est une très belle start-up qui s'appelle Manta 5, qui fait du vélo hydroptère sur l'eau, qui va venir nous présenter son dernier modèle. Et ce que moi je trouve aussi très intéressant, toujours dans cette logique de croiser les regards, qui est très spécifique à Vivatech, c'est aussi des entreprises qui ne sont pas dans le monde du sport et qui vont venir nous dire, voilà, comment est-ce qu'elles appréhendent le sport. Donc ça peut être Coca-Cola, donc qui est évidemment un très très grand sponsor investisseur, mais ça peut être aussi des marques de luxe comme par exemple LVMH qui va venir avec beaucoup de marques et qui vont nous dire quel est leur rapport au sport. Donc ça, je crois que ça va être ça qui va être le plus intéressant, c'est cette espèce de croiser des regards, des envies, des ambitions, et qui vont, à mon avis, je l'espère, contribuer à ce que disait la question qui était posée de comment est-ce qu'on emmène tout le monde un cran plus loin. Alors, j'ai une question. Comment contacter Mustapha Curlu sur LinkedIn? Je vais répondre à ta place. Une question pour Aurélie. J'ai une start-up qui ne fait pas que du sport, mais on est en train d'entrer sur le domaine du sport. Est-ce qu'on peut entrer chez Sportec France?
Alors, il faut nous contacter. En fait, on a des critères d'entrée dans le collectif et un comité de sélection qu'on a mis en place pour essayer de rester cohérent dans ce qu'on faisait. Donc, il faut nous contacter. Et après, c'est toujours discutable et discuté. Et en général, on n'est pas fermé, au contraire, à avoir de nouveaux membres qui participent justement à faire grossir l'écosystème. Comme j'ai la parole, je rebondis par rapport à ce qui a été dit sur les POC, parce que c'est génial de faire des POC. Il ne faut pas hésiter à les financer, ou en tout cas à les payer aux startups, parce que ça a de la valeur. Et les startups, elles sont tellement contentes de travailler avec le Paris Basket ou avec une fédération que souvent elles disent bon, je vais le faire gratuitement et puis plus tard ça va me revenir finalement en revenu. Sauf que d'un côté il y a ça, donc la startup elle fait ce travail-là gratuitement, et de l'autre côté les investisseurs ont du mal à investir, et donc à un moment les startups elles n'arrivent pas à s'en sortir. Et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est au contraire, si on veut tous ensemble participer, et je sais que la BPI a aussi cette volonté-là, mais si on veut tous ensemble participer à faire grossir cet écosystème, arrêtons de faire travailler les startups gratuitement, même sur des POC, parce que c'est du temps investi, c'est du temps humain. Voilà, ça c'est une gratuit. catastrophe. Ça Rien donne n'est la- gratuit, et au contraire, on crée de la valeur ensemble. Ah, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que vraiment pour moi le levier des institutions, les ligues, les fédérations, c'est très important. Moi je crois aussi à la contrainte pour des clubs, y compris comme le nôtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la ligue a l'intérêt collectif, décide d'un investissement et il s'impose à l'ensemble des clubs. Et ça, c'est important. Et ça évite effectivement des fois soit des modèles différents et soit des bricolages aussi, parce que le club est souvent voit son intérêt sportif et à court terme, là où justement c'est le rôle de ces institutions de construire le futur, voire de construire, quand elles ont les moyens, un vrai lab de start-up. C'est pour ça que c'est important que ce soit fait de manière coordonnée, avec à la fois des POC qui sont plus faciles à mettre en place au niveau des clubs, qui ont peut-être plus d'agilité et plus de moyens de, comme le disait Mathias, le faire directement sur le terrain, et le travail de aller rencontrer directement les fédérations, les ligues, parce qu'à partir du moment où 2-3 clubs ont mis en place une solution, si la ligue impose une solution différente, ça va faire prendre du retard ou nécessiter de changer les solutions mises en place par les clubs qui étaient en avance, et donc il y a un vrai besoin de coordination et de structuration. Ça fait débat aussi sur le chat entre ceux qui disent mais c'est impossible et d'autres c'est aux startups de dire non. En tout cas, c'est à moi de dire fin. Merci à tous les 6. C'est un vrai plaisir. J'espère qu'on vous retrouvera, je crois, d'ici 3 mois, 2-3 mois, pour aller plus loin encore dans cette aventure Sportech qu'on est tous en train de vivre en direct. Merci à tous et à très bientôt.